Pendant ce temps-là, chez Motor & Co. Ça fait un mois que j'ai rien foutu. Ils vont vraiment croire que je suis un gros glandos. Hein. Là c'est clair, ça pue. Faut vraiment que je reposte un truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh ouais, un bon gros putaclic là. Un crash, un road rage. Ou un stoppie avec un scoot à 3 roues. Dégueulasse. Ou alors... Ah Nico! Ouais. Ouais Nico, c'est Ludo? Ouais. Ouais, je suis désolé là, j'ai pas beaucoup de temps. Bah là je vais au boulot là. Et je me disais là pour les abonnés, je voudrais pas trop qu'ils s'inquiètent. Et j'avais pensé faire une petite vidéo. Et du coup bah j'avais pensé pas la faire. Et que bah je m'en occupe quoi. C'est possible? Ok, je te fais ça. Ok, ça marche. Je te tiens en jeu. Salut! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque de moto qui a révolutionné le XXe siècle. Honda! Soichiro Honda est né en 1906 dans un petit village appelé Kiyomo, à 270 km de Tokyo. Son père, Guy Honda, était un forgeron local et il a appris à ses enfants le travail bien fait et l'amour pour la mécanique. Enfin tout ça quoi, un truc bien dur. Le pauvre Soichiro à l'école, on l'appelait nez de belette noire. Parce qu'il y avait tout le temps de pif noir à force d'aider son père à la forge. Mais bon, lui au moins c'est un matin. Les bicyclettes que son père vend à la forge, ben, ça lui donne des idées à Soichiro. Il se dit, un jour je mettrai un petit moteur dedans parce que bouléguer, c'est long hein. Lui ce qu'il veut c'est même pas des vélos, c'est des bagnoles. Donc du coup il s'oriente vers des études du mécanique. Mais Soichiro, lui, à 15 ans, ce qu'il préfère, c'est abandonner l'école carrément et d'aller travailler dans un garage. Vu qu'il est très bon, il gagne la confiance de ses supérieurs et ça lui permet d'accéder petit à petit à des concepts vachement sympas sur des projets très intéressants. Notamment des voitures de course, un Daimler et le fameux concept qui alliait un moteur Curtis et un châssis Mitchell. Et puis fabriquer des monstres pareils, des pièces, ça lui donne des idées au Soichiro. Et en 1928, il ouvre son premier garage et sur son temps libre, il fait des voitures de compétition. Et en parallèle, il bifurque un peu sur les motocyclettes parce qu'il s'est dit avec 2 roues, c'est plus léger. Puis en 1937, il fonde Toei Seiki Industry. Cette boîte, il fait avec des pistons, il a des petits clients, Toyota. En 1940, pendant la guerre, il imagine sa première moto. 7 ans plus tard, on est né avec la Type A. Bon, on peut pas être bon partout. Bah non, c'est un boulot quoi. En 48, Honda est officiellement sur le marché sous le nom de Honda Motor Company. Et suit la type B et la type C. Et ensuite arrive la Dream D. Pour le logo, Soichiro il aime beaucoup la sculpture et il repense à cette déesse grecque avec des belles ailes du nom de Nike. En 10 ans, Honda, c'est le plus grand constructeur au monde. Les 2 roues. Il possède la plus grande part du marché américain. Et tout cela grâce à des modèles phares tels que la Super Cub ou la Bentley. Honda fera sa marque de fabrique un petit peu dans les années 60 grâce à la CB 450. Alors elle est dotée d'un double arbre à cam en tête de 45 chevaux et permet de pouvoir doubler la cylindrée comparée à ses collègues européennes. Et puis encore dans les années 60, Honda, sa marque de fabrique, c'est de travailler essentiellement avec des moteurs 4 temps. Ça leur va bien, mais ça leur empêche pas non plus de faire des moteurs de temps, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent. Et le 4 temps, mais ça fonctionne. Parce qu'en 67, ils raflent tout, quasiment toutes les compétitions multicylindrées, tout confondu. Honda, il... BAM! Partout. Et donc, et là, Soichiro, il se dit, paf, plus rien ne peut m'arrêter. Il fait même une firme pour l'automobile. Et là, en 69, Honda, il frappe un grand coup. Il sort un 4 cylindres emblématique, chez nous appelé le 4 pattes. Il a un bon frein à disque, un moteur explosif. Bref, vous avez compris, c'est la CB 750 Power. Et ça deviendra une moto iconique. Et du coup, pendant les années 70, il cartonne parce que c'est une moto qui est super fiable. Là où toutes les autres, elles tombent en rade. Du coup, tu prenais une moto européenne, je dis au pif une Triumph, et tu partais,
bah tu sais jamais quand tu revenais quoi. Bon, c'est un petit charme, tu me diras, il faut aimer la randonnée. Puis dans les années 70, Honda, ben, il cartonne à Daytona sur des courses d'endurance. Et là, en France, on se dit, tiens, c'est pas mal. Et bien, Jacques Auto, ils ont lancé une écurie et, devinez quoi, ça marche. Christian Léon, Jean-Claude Chemarin, et ben du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des 750, là, les 750, et qu'est-ce qu'ils font avec? Et ben ils les réalisent en 969, et là, bam, les monstres du bol. Et après, dans les années qui suivent, ben Honda, ils vont vouloir se remettre dans le game un petit peu, et malheureusement, Yamaha leur donne une leçon avec le 2 temps. Donc du coup, ben, ils sont obligés de se rabattre sur le 2 temps, même si le 4 temps restait dans leur cœur. Et ça permettra à Freddie Spencer de rafler non pas loin de 3 grandes victoires. Et des titres mondiaux! Et puis du coup, quitte à être dans le 2 temps, ben Honda ils disent bon, on va surfer un peu sur la vague du tout-terrain, et ils sortent quelques modèles sympas, et c'est là que le sport vert, le loisir, enfin bref, tu m'as compris, te balader dans les bois avec ta hache, enfin tu kiffes. En 73, Soichiro, ben, il pose sa veste, il abandonne ses fonctions de dirigeant et il les donne à d'autres personnes. Je sais pas les noms, les nomme pas. Il restait pas loin, je pense, ouais. Mais son bébé, il le garde près du cœur. Et dans les années 70, ben, Honda, ben, avec leurs 4 temps, ben, ils continuent la gamme CB, ils font les 250, les 350, ça reste toujours des petits bicylindres avec un petit arbre à cam. Et ça marche bien, même l'armée française, notre armée française, en adopte. Puis Benelli, ils ont un peu copié avec la 750 SEI à juste titre. Ouais, les japonais à l'époque, ils savaient mieux faire. Dans les années 70, Honda, ils sortent la Goldwing. C'est une moto avec un moto boxer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça avec les pistons, c'est comme ça. Elle sortira en plusieurs déclinaisons et continue avec le temps à être encore commercialisée à l'heure actuelle. C'est une moto qui a été adoptée par les taxi-motos, c'est la voiture des motos. Elle a un confort mais de dingue, t'as même la radio dedans et t'as une marche arrière. Et oui, en 76, il y a la petite Camino qui est sortie, petite mobilette, parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Et elle a été vendue dans les années 80 encore. Hein. En 78, Honda marque un bon point. Ils sortent un 6 cylindres en ligne, un CB1000X. C'est une moto de malade, avec un son, mais dans le top 3 des symphonies à combustion que je connaisse. C'est un truc de fou. Et les plus malins, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le moteur, ils ont dit tiens, on va le foutre dans un cadre Martin, et là, mais t'as une bombe, Et cela sera aussi la moto d'Edora Rakam. Et du coup, il y a la même année, la CX500 arrive. C'est à quoi? C'est un bicylindre en V qui est face à la route comme ça, et qui tac tac tac, et avec un cardan derrière. Nickel, entretien, t'as rien à faire. Et pour terminer la belle époque des années 70, et rentrer dans la folle des années 80, Honda décide de renouer avec le sport en envoyant au bol d'or la CB900. Donc on passe en double arbre à cam avec 4 soupapes par cylindre. C'est une moto vivante, fiable et rassurante. Honda ne néglige rien avec le temps et se bonifie comme un bon fin. Et en 82, Honda, qu'est-ce qu'ils font dans la CX? Eh ben ils surfent sur la mode des turbos, ils mettent un turbo. Et avec la CX500 Turbo, qui sera suivie par la CX650 Turbo. Bref, ce sera pas une bonne idée, les moteurs sont creux à bas régime forcément, le temps que le turbo charge, et ça donnera pas un comportement très rassurant. L'idée sera vite abandonnée, les CX aussi seront finis, et on bifurquera sur une autre gamme avec la 500 VTE. Et dans les années 80, qu'est-ce qu'il y a? Le Paris-Dakar. Et alors qu'est-ce qu'il fait Honda? Ben, il fait une moto couleur HRC XLV 750. Bicylindre en V, forcément de 750, t'auras compris, avec refroidissement par air, 2 bougies par cylindre. Ça c'est pour la combustion, c'est pour qu'elle soit un peu plus optimale. Et bien ça marche bien, c'est un grand succès, et Honda continuera avec cette architecture dans le temps. Et puis Honda introduit le rattrapage hydraulique, le HVA. C'est pas mal, ça évite l'entretien, les jeux soupapes, tout ça. Et puis dans cette décennie des années 80, la gamme VF voit le jour, allant de 400 cm3 à 1100, toute une déclinaison architecture moteur V4. Et en 86, la VF accueille la VFR. C'est un mélange entre routière et sportive, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir un bon compromis, du fun avant tout, et du confort. C'est toujours un 4 cylindres en V avec pour certains modèles une distribution par cascade de pignon. Ce qui permet d'avoir un entretien quasi nul sur la distribution, c'est assez dingue, et une robustesse des plus dingues. Et en même temps, la VFR 400 voit le jour sur le catalogue. En France, malheureusement, ce ne sera pas forcément ce qui marchera le mieux. C'est plutôt des motos pour le marché asiatique, japonais, qui ont des permis à palier et qui préfèrent les plus petits cylindres qui sont plus exploitables.
Puis il y a les RC30 avec son carter en magnésium et ses bielles en titane. Et le monobras en aluminium, qui est magnifique, est issu d'un partenariat entre Honda et Elf. Dans la même année, les CBR 600 sont là pour remplacer un petit peu la sportivité qu'il y avait dans la gamme VF. Elle a un magnifique 4 cylindres de 85 chevaux, oui, ça paraît petit aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas mal. Et avec ces 4 cylindres en ligne, eh ben forcément ça me demandait qu'à monter dans les tours et c'est ce qu'on aimait particulièrement à cette époque-là. Ça ne cessera d'évoluer avec le temps. Aujourd'hui, ça pousse encore plus. Et puis en 87 sort un trail mythique, fiable, robuste, en 600, ben, Transalp. Avec un magnifique V52 là, ça marche super bien ça. Mon petit V-Twin qui va bien. Et aujourd'hui, certains préparateurs s'amusent encore à le moderniser et ça fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en 88? Il y a le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort la NX 750 et là, ça pousse. C'est super beau. Tout le monde court, tout le monde en veut une, mais ça ne se vend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Honda sort l'Africa Twin, XRV 650 si je préfère. Et là, on reprend le même sauce que le Transalp, sauf qu'on lui donne une partie bien plus off-road, un peu plus sympa. Et le look HRC, franchement, à chaque fois, ça fait pas un pli. C'est magnifique, c'est beau. Et toujours dans la même année, avec ce bon vieux V52, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit roadster sympa qui sera une des motos probablement les plus favorites des coursiers dans les années 90, la NTV. Toujours ce petit V52 avec une transmission secondaire par un cardan. Et du coup, ça permet d'être peinard, de faire pas mal de bornes sans trop se soucier de l'entretien. La même année, putain, ils en ont fait cette année-là. Il y a la Dominator qui est sortie, ça remplace la XL, qui était assez off-road, un peu plus tout-terrain à l'époque. Donc on a donné des attributs un peu plus routiers pour le confort de ces deux mots. Donc voilà, ça reste une moto sympa. Et la même année encore, la NSR 125 sort. C'est pas mal quand tu as le permis voiture mais que tu veux pas t'embêter avec le permis moto. Et un petit de temps en monocylindre, ça pousse pas mal, 26 chevaux pour l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super léger l'histoire. Et elle a perduré pendant une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus, et ça a été une moto vraiment appréciée. Elle a disparu malheureusement avec les normes contre la pollution en Europe. Et en 1989, pour embêter un petit peu BMW, mais pas faire de la concurrence directe à son propre Goldwing, Honda sort la Pan-Européenne. Ça reste un V4 qui reste très routier, qui est fait pour faire des bornes, c'est sympa quand on veut pas avoir un énorme truc comme le Goldwing. Et pour finir cette terrible décennie des années 80, quoi de mieux que la bécane la moins comprise de la décennie, la Pacific Coast. Imagine une moto où il n'y a pas besoin d'entretien, tu vois, qui est inspiré du Spaccio 125, un scooter qui déjà de base tu le regardes, tu te dis c'est peut-être pas la chose que je voudrais avoir entre mes mains. Et voilà, ça fait un bide. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les gens qui avaient le permis moto voulaient une moto et pas quelque chose qui se rapproche d'une voiture. Nous on veut du truc qui pue, qui sent l'huile là, tu vois, du... Ah, les catalyseurs, mais pourquoi faire? Ça sent bon comme ça. On commence les années 90, tristement. Ce Chiro n'est plus. Mais cela ne découragera pas Honda, car en 91 ils sortiront la 750. C'est une superbe moto qui est dotée d'un 4 cylindres en ligne qui est juste à côté de moi et qui est super bien pour faire des modifs. Et en 92, Honda qu'est-ce qu'il fait? Il se dit tiens, les concept bike c'est chouette, mais qui c'est qui roule avec? Personne. Faisons une concept bike avec que les gens peuvent acheter. NR 750. Elle est directement inspirée des GP des années 70, oui 70. La NR 500. Alors en 92, on a un moteur V4, bon ça arrive, je suis après avec des pistons ovales. Je sais pas si vous imaginez le bordel, mais ça reste dingue. Et on a en plus l'injection. L'injection sur une moto des années 90 avec des pistons ovales. 32 soupapes. 32 soupapes, c'est énorme! 130 chevaux à 14 000 tours minute. Et Honda encore, ils ont quand même voulu faire en sorte que ce soit fiable parce qu'ils pouvaient aller bien plus loin. Carénage en carbone, jantes en magnésium et les pots d'échappement sous la selle pour qu'on puisse encore voir ce magnifique monobras. Partenariat avec Elf. Et comme un avion de chasse, une bulle avec traitement en titane. Cette moto a ni plus ni moins 200 brevets à son actif. Verdict, 0 à 100 en 2 secondes, vitesse de pointe
environ 300 km/h. Quoi qu'il en soit, Honda nous font toujours rêver, mais pas à n'importe quel prix. 375 000 francs. Et ne rêvez pas en avoir une aujourd'hui, parce qu'on tourne pas loin des 100 000 euros. Mais si vous aimez l'allure générale et que vous n'avez pas les sous, Honda a pensé à tout. Vous avez le restylage de la VFR, la RC36-2, qui s'en rapproche un petit peu et qui n'est pas non plus une mauvaise moto. Et en 92, la Fireblade est là, la lame de feu. C'est un bon pour la CBR. Alors l'esprit de la sportivité n'a jamais été aussi proche. En 93 apparaît une moto qui est très emblématique aussi, la Big One. Ça remplace la Boldor et ça en fait un roadster vachement sympa. Et la Big One est aussi la monture d'Edward Brackham. Et la même année, on prend une moitié de Big One, ça fait quoi? Ça fait une CB500, c'est la petite reine, c'est la moto école, c'est la basique. Ouais, j'en ai une, je sais, je l'aime toujours. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait la CB Cup, parce que ça reste une moto qui est relativement simple à prendre en main, et qui est exploitable, et qui coûte un prix qui est convenable quoi, quand tu fais de la piste. Et la même année, la Transalp passe en 650, l'Africa Twin passe en 750, elle aura même droit à sa petite photo dans une couve de Jobard. La CBR 1100 succède à la CBR 900 du début des années 90. Elle n'a peut-être pas la même vocation, un peu plus routière, mais c'est la moto qui a dépassé les 300 km/h. 312 pour être précis. Quoi de mieux qu'une belle bécane américaine chez Honda? Eh bien on a fait la Valkyrie. C'est ni plus ni moins un Goldwing qui a perdu ses carnages. Et en 97, voit arriver la VTR 1000 Firestorm. Ce n'est plus ni moins une concurrente de la Ducati 1000 Sport. Ça permet à Honda de faire une moto assez sympa, assez sportive, mais elle reprend les mêmes codes que la Ducati, c'est-à-dire cabroterie, moteur en V, enfin bref, un truc qui pousse bien pour l'époque. Puis ils ont pris le même moteur et ils se sont dit tiens on va faire un trail avec, intéressant. Et bien c'est là où est née la 1000 Varadero. Et la même année, la VFR passe de 750 à 800 et troque les carburateurs pour l'injection. Elle est aussi la première Honda à être dotée du système Dual CBS, qui est un couplage du frein avant avec le frein arrière et inversement. C'est très déstabilisant au début, mais ça peut être un bel atout pour le freinage et la sécurité. La même année, la Dominator se fait remplacer par la FX 650. C'est un modèle qui n'a vraiment pas percé en France et c'est bien dommage. La 600 Hornet, c'est ni plus ni moins un petit roadster avec lequel on va prendre un bloc de sportive pour le mettre dans un cadre de roadster. Et ça fait un truc assez sympa, ça pousse bien, c'est fait pour les gens qui aiment des choses pointues. Et pour terminer les années 90, quoi de mieux que de prendre la moto la plus rapide du monde et d'en faire un roadster? Oui, ça colle pas. Et c'est là que naît la X11, une belle bécane avec une architecture tout en aluminium qui reprend les codes d'une sportive mais avec un guidon plat. Et pour commencer les années 2000, qu'est-ce qui sort? La VTR SP1. C'est une moto de Superbike. Ils sortent ce modèle pour faire plaisir aux fans de circuit. Et ça loupe pas parce qu'ils remportent les compétitions de Superbike en Afrique du Sud. On reprend le moteur de la VTR, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on met une cascade à pignon, c'est super bien pour la distrie, et on rajoute l'injection histoire d'avoir quelque chose un poil plus pointu. En 2002, la SP1 sera remplacée par la SP2 histoire d'avoir une meilleure amélioration du temps. Et la Transalp, par la même occasion, cette année-là, va s'embourgeoiser un petit peu et passer en 650. Le public cherchait une 125 avec un air un petit peu trail, donc du coup, Honda, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à la demande et il fait le Varadero 125. Et en 2002, qu'est-ce qu'il fait Honda? Il sort le Zoomer, un scooter assez atypique, mais qui a l'avantage d'avoir une vie intemporelle, puisqu'il n'y a pas grand-chose dessus. Même année, la VFR va subir une modification assez brutal, j'ai nommé le VTEC. Le principe du VTEC sur ce modèle-là est assez simple, c'est un calage variable d'un Brackham qui fait varier les soupapes pour avoir des économies de carburant et privilégier les hauts régimes, c'est assez sympa. Mais bon, ils ont quand même sucré la cascade à pignon pour la distribution, mais bon, pour se faire pardonner, ils ont enfin mis des échappements sous la selle pour qu'on puisse voir ce magnifique monobre. En 2002, pour accompagner la 600 Hornet, Honda fait la 900 Hornet. C'est simple, il reprend le bloc de la 900 CBR et ça donne quelque chose d'assez explosif. On ne change pas une recette qui marche. En 2003, la CB passe en 1300 cm3. Malheureusement, ça manquera un peu de piquant pour les amateurs, mais bon, ça reste une bonne moto. Et pour accompagner la Varadero dans le segment des 125, Honda sort la CBR 125.
Elle remplacera malheureusement la NSR25 pour des questions de normes de pollution, mais ça restera quand même une bonne bécane qui aura le succès de décrocher la Junior Club. En 2004, Honda, avec le même cadre, va proposer deux motorisations, la CBF 500 et la CBF 600. Ce sont ni plus ni moins, pour la CBF 500, le moteur du CB 500 avec des normes anti-pollution revues, et pour la CBF 600, c'est un moteur de Hornet qui est légèrement revu à la baisse pour un côté plus confortable. Pour les CBF 500 et CBF 600, une nouveauté arrive, l'ABS, un gage de sécurité pour les motos d'époque. En 2005, Honda met à son catalogue un super motard, le FMX, mais il enlèvera aussitôt parce que les ventes seront vraiment mauvaises. En 2006, la gamme CBF s'agrandit avec la CBF 1000, qui héritera d'un moteur de Fireblade, mais quand même bien léger. En 2007, la Hornet fait peau neuve. Elle oublie le XXe siècle et adopte des lignes un peu plus contemporaines avec la même recette, un bon cadre et un moteur bien sportif. En 2008, sort une moto encore incompris chez Honda, le DN01. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un segment assez bizarre, c'est les scooters cruiser. Ça reprend un style de moto cruiser mais sous une enveloppe de scooter avec le moteur de la Deauville et une boîte robotisée HFT. Eh bien ça peut marcher aux États-Unis, mais en France ça prend décidément pas. Les gens comme moi trouveront que la moto ressemble à celle de Canada. Akira! On fait peau neuf chez la Roadster sportive chez Honda en sortant la CB1000 qui remplacera la Hornet 900. Ça reprend la même recette, toujours un moteur sportif, mais cette fois on met un petit monobras à l'arrière et franchement ça c'est sympa. Les finitions chez Honda commencent à être de plus en plus sympas. Et pour finir les années 2000, Honda nous sort la CBF 125, histoire d'agrandir la petite famille CBF. En 2010, pour commencer le décennie, Honda sort la VFR 1200. Alors là, on monte en cylindré, on oublie le VTEC, par contre on passe avec le modèle Unicam pour les culasses. C'est plutôt pas mal, c'est un dérivé des motocross et la puissance monte en flèche et c'est plutôt pas mal. On garde le côté sportif. En 2011, Honda n'oublie pas d'innover avec la Crossrunner. C'est un hybride avec un moteur de 800 VFR qui a une position assez haute, à mi-chemin entre le trail routier et le roadster. L'année suivante, en 2012, Honda fera la même chose avec le Cross Tourer qui reprendra la partie du VFR 1200 pour faire la même chose. En 2012, Honda n'oublie pas de renouer avec sa philosophie d'origine en nous proposant la NX700. Elle est destinée à tout faire, elle peut faire de la ville, de la route, du chemin, elle a une consommation des plus basses, c'est assez sympa, elle a un réservoir qui est à l'arrière de la moto et du coup ça permet de pouvoir mettre un casque à la place du réservoir initial. C'est une moto qui se veut pratique et qui par le temps sera même équipée d'une boîte DCT. En 2013, le retour de la petite reine, la CB500. La CB500 est équipée de série de l'ABS, d'une puissance modeste, mais d'une partie cycle qui est rassurante. La VFR 800 aura attendu 2014 pour se faire peau neuve. Elle sera beaucoup moins agressive que la précédente génération, mais elle saura garder ses attributs sportifs et son confort GT. Toujours en 2013, Honda reviendra avec la Valkyrie Flat 6. La même chose qu'auparavant, on prend un Goldwing, on enlève tout ce qui sert à rien, on en fait un custom, point barre. En 2016, une légende des pistes revient, l'Africa Twin. Bon, on n'est plus comme avant, on est passé sur un bicylindre en ligne, la moto s'embourgeoise un petit peu, mais se dote d'équipements assez sympas tels que la boîte DCT. En 2017, Honda se dit, tiens, on va prendre un scooter, on va lui mettre un moteur de moto et des aptitudes dans tout terrain. Et ça fait une XADV. Et le pire, c'est que ça marche! En 2018, on refait une refonte sur la CB1000. On essaye de refaire un pas en arrière, peut-être niveau look, en adaptant un look néo-rétro. Et c'est plutôt bien, on soigne les finitions et on garde le tempérament sportif de la moto. L'année suivante, en 2019, la CB650 empruntera le même chemin en prenant une ligne néo-rétro. Ça séduit les jeunes, c'est beau. Et en 2020, l'Africa Twin profite des normes anti-pollution Euro 4 pour augmenter sa cylindrée. Elle sera équipée
en option d'une fourche télescopique, 2 boîtes DCT et bien sûr la déclinaison Adventure Sport. Et malheureusement, à cause des normes anti-pollution, la VFR quittera définitivement le catalogue de chez Honda. J'avais oublié de vous parler d'un modèle important. 2020, c'est aussi là où Honda frappe là où on ne l'attendait pas. Eux qui depuis des années avaient arrêté la course à la puissance, là, ils nous sortent une CBR 1000 RR R Fireblade SP. Ouais, le nom le plus long du monde. Si là, on n'a pas compris qu'ils veulent frapper fort, faut pas déconner. La moto, en ordre de marche, fait 200 kg pour 215 chevaux. C'est carrément bien placé vis-à-vis de toute la concurrence entre les Aprilia et les BMW. Elle a un look d'une bécane de GP avec de quoi rouler street légal. Tu as même sur le compteur une fonction pour savoir à quel angle tu penches. Si ça c'est pas dingue. Enfin bref, vous avez compris, là on est axé vraiment sur le sport, sur un look complètement agressif. Honda c'est vraiment the power of a dream. Ouais, tu vois, franchement, là on peut dire qu'ils ont frappé fort. Merci d'avoir suivi ce format de vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, c'est un prototype. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à donner des avis, une marque éventuelle sur laquelle vous aimeriez que je me penche. Je ne peux pas tout dire, sinon la vidéo durerait 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. J'ai retenu ma propre expérience, ce qui me plaît, avant tout. Donc j'espère que vous aurez aimé et à bientôt! Et sur ce, à bientôt sur Motors & Co.